Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un épisode spécial consacré au NIC et au NIF, les annonces des futurs matériels Astro qui vont sortir dans les mois à venir en Europe. Donc le NIC et le NIF, le NIC le Northeast Astro Imaging Conference et le NIF Northeast Astronomy Forum, les deux ont lieu l'un à la suite de l'autre sur 4 jours, dans l'ouest des États-Unis, si j'ai bien compris. Et vous avez globalement toutes les marques qui fabriquent du matériel d'astronomie qui se retrouvent là-bas pour présenter les nouveautés. L'année dernière, par exemple, je vous avais parlé de la présentation par ZWO de la AM3 et par William Optic de la 61 Red 4 nouvelle version avec le WIFD, William Optic Internal Focus Design. Et donc cette lunette ici qui m'a été prêtée en fait ainsi que la monture, hein, c'est pas à moi, ça m'a été prêté par un abonné que je remercie. Et donc c'est l'occasion aussi de vous annoncer qu'on va tester ça bientôt sur la chaîne Astro. Donc aujourd'hui je vous propose de voir ensemble les nouveautés. Alors bienvenue aussi à tous les nouveaux qui nous ont rejoints sur la chaîne Astro à l'occasion de la dernière éclipse totale de soleil aux États-Unis. Et donc là on va parler des futurs télescopes, des futures montures, des futures caméras qui sortent sur le marché. Et on n'a jamais eu autant de marques, on n'a jamais eu autant de... Finalement, l'humanité n'a jamais eu autant d'opportunités de pouvoir observer le ciel qu'aujourd'hui. Et donc, c'est assez intéressant de se dire un peu quels sont les instruments que l'on pourrait être à même d'acheter dans les mois et les années à venir. Et donc, on en profitera aussi pour parler de 2-3 petites choses sur l'avenir de la chaîne. Donc voilà, les annonces du NIF, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors le NIF, pour vous donner un petit peu une idée, voilà, regardez ça, c'est énorme, c'est un énorme gymnase en fait, dans lequel, donc c'est quand même assez grand comme dimension, comme vous pouvez le voir, dans lequel vous allez retrouver à peu près toutes les marques d'astronomie. Vous avez Celestron qui présentait le Celestron Origin, on va en parler, vous avez Télévue, Sky Safari, Daystar, Eridisc, Vaonis, vous avez aussi d'autres marques comme QHYCCD qui étaient présents. Là, ça par contre, ça c'est le NIC, qui avait lieu juste avant. Donc ça c'est dans des salons qui sont un peu plus privatifs, on va dire. Donc là vous avez Cyctron, qui est une marque que personnellement je ne connaissais pas, c'est une marque japonaise, qui sort apparemment du beau matériel haut de gamme aussi. Takahashi était présent, voilà, vous avez aussi cette marque là. Vous aviez Vixen, on avait Optolong. Voilà, qui présentait les différents filtres, L Pro, L Enhance, L Extreme, L Ultimate et L Quad Enhance Filter, avec notamment un hot item 2023 pour le L Quad Enhance Filter. Et donc voilà un petit peu les présentations qui pouvaient se faire. Planet Wave était présent pour présenter les montures et puis surtout les casse-grains astrographes. Un peu particulier, comme ça va s'apparenter un petit peu, on va dire, à une chambre de Schmidt. Celui-là fait 500 mm de diamètre, vous voyez, c'est un monstre assez magnifique. Bon, ça coûte quand même 60 000 €. Hein. Et c'est un instrument avec une obstruction qui est assez importante. Par contre, on a quand même un rapport focal sur diamètre à f3, ce qui permet de faire de l'imagerie vraiment très vite, avec une focale à 1500. Donc on a vraiment un instrument là qui va aller très loin. Bon, Télévue était présent avec des petits instruments et puis surtout avec les oculaires, etc. On reconnaît ici David Nagler que j'avais interviewé il y a quelques années. Donc là c'était l'installation des stands. Voilà, on avait d'autres différentes propositions qui étaient faites dans les allées. Donc visiblement il n'y avait pas énormément de monde là, en tout cas au moment où les photos ont été prises. Et franchement ça donne vraiment envie d'y aller parce qu'il y a un peu tout finalement qui est présent là. On va y retrouver un peu toutes les et pas mal de marques que l'on ne connaît pas forcément. Voilà, Planet Wave, on retrouve Celestron. Vous voyez là dans la perspective, là on avait Explore Scientifique et on a quelques autres marques aussi, Skywatcher qui était présent bien évidemment, et ZWO. Et donc on va s'attarder, alors Eridisc, marque que je ne connaissais pas, et qui présente là ici une belle lunette astronomique sur une CQ350 Pro donc de Skywatcher, et pour cause parce que c'est une lunette de 200 mm de diamètre, donc voilà, à f7,
aprochromatique, on peut se dire que là on est sur un instrument qui pourrait être très intéressant pour observer le soleil, avec bien évidemment un filtre RF en entrée, et puis un Daystar Quark ou meilleur, donc un Daystar Quantum, etc. Donc là ça peut être très intéressant. Alors, parmi les marques qui vont nous intéresser plus particulièrement, voilà, j'ai repéré quelques produits, quelques annonces intéressantes. Zuo était bien évidemment présent. Zuo, c'est quand même le numéro 1 mondial sur le marché des caméras Astro, c'est à peu près 80% du marché. L'année dernière, Zuo avait fait beaucoup le buzz là, avec l'annonce du Seastar, donc, que l'on a commencé à voir maintenant arriver en Europe. Il est à 700 € à peu près. Et Zuo annonçait ça, en particulier l'Asie 2600R, une nouvelle caméra Astro. Alors qu'est-ce que c'est? Ça va être assez intéressant, vous allez voir. En fait, Zuo, si vous regardez bien, maintenant a deux modèles de monture harmonique, la M3 et la M5, a des lunettes qui sont en fait des lunettes Ascar rebadgées, et l'idée c'est que si jamais un jour vous achetez donc un Seastar que vous avez en avant-plan, c'est un instrument tout automatique pour observer le ciel en visuel assisté, c'est vachement bien, mais à un moment donné, vous allez vouloir passer à quelque chose de plus conséquent. Et en fait, si on y réfléchit bien, regardez un petit peu ma 61 EDPH. La 61 EDPH, on se retrouve vite avec pas mal de câblage derrière, puisque vous devez relier à la caméra de guidage, le moteur de mise au point, il y aura la monture, et puis il y aura la ZR aussi derrière tout ça, donc ça commence à faire quand même pas mal de câbles. Et l'idée de Zuo, en fait, c'est de proposer une caméra qui contient déjà la ZR. Donc la ZR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit ordinateur qui sert à piloter la monture, la caméra, etc. et à empiler les images et vous montrer le résultat. C'est une invention de chez... enfin, invention. Disons que c'est vraiment un package commercial extrêmement bien fait chez Zuo. C'est basé sur des solutions open source, mais voilà. Donc là, ils ont intégré carrément, et ça fait penser à ce qu'avait fait Innova il y a quelques années, ils ont intégré l'électronique à l'intérieur de la caméra. Vous avez une connexion Wi-Fi, il suffira donc de connecter la monture, de connecter un moteur de mise au point, et puis de connecter l'alimentation. Et en fait, vous avez à l'intérieur de cette caméra déjà ce qu'il faut, avec le caméra de guidage, etc. Donc main caméra, guide caméra et le wireless controller qui est la ZR, tout est intégré dans une seule caméra. Donc ça c'est quand même une innovation pas mal. Donc le Seastar était présent bien évidemment. Et il y avait quand même un beau stand de la part de chez Zuo. Alors concrètement, voilà, on connaissait la 2600 avec simplement une caméra à l'intérieur, un capteur à l'intérieur. On a la 2600 Duo, donc qui existe, enfin 2600 Duo qui existe en mono ou en couleur, avec la caméra de guidage là, et puis là maintenant on intègre carrément la ZR à l'intérieur. Donc au niveau des prix, on va se poser la question de ce que ça va être, parce qu'on est quand même à 2700 € de base à peu près sur la Duo Color. Donc on va rajouter un ZR dessus, je pense qu'on va dépasser les 3000 €, ou on va être très proche des 3000 €. Donc voilà un petit peu par rapport à la caméra. Donc en fait, si on y regarde bien, on a 3 ports 12 volts 3 ampères. Et là, il y a un truc à dire quand même, c'est qu'une AM3 consomme déjà 5 ampères. Donc en fait, si vous avez une alimentation suffisamment puissante, vous mettez un Y, vous allez alimenter les deux à la fois. Sinon, vous alimentez les deux séparément. Vous avez des départs de port USB qui vous permettent d'aller sur le moteur de mise au point et qui permettent d'aller sur la monture, pour commander la monture. Et vous avez un port USB-C dont on peut imaginer qu'il pourrait servir à se connecter à un ordinateur et à utiliser la caméra en mode normal. On peut l'imaginer, ça demande à être confirmé. Et là, les ports 12 volts sont in-out, donc en fait, on peut comprendre qu'ils sont vraiment complètement repontés les uns sur les autres, peu importe lequel sur lequel on met pour alimenter la monture, et la caméra, et puis ensuite la sortie. Voilà. Donc voilà un petit peu près ce que va donner cette caméra intéressante. Zuo présentait une autre caméra, qui est la 678 monochrome. La 678 couleurs existe déjà. C'est une caméra qui fait un format 4K, le même format qu'un écran 4K. Donc 3840 par 2160 pixels, mais avec des photosites de 2 micromètres. Donc elle est plus ou moins en face de la... donc ça c'est la 678 couleurs, donc à 479 en prix de base, quelquefois éventuellement en promotion.
Et c'est vrai qu'il y avait un petit trou en fait qui manquait un peu dans la gamme, parce que vous avez la 178, la 178 existe aussi en monochrome. En nombre de pixels en fait, elle en a moins, et puis surtout, elle a des photosites qui font 2,4 micromètres. Alors que la 678 a des photosites de 2 micromètres, donc on n'est pas tout à fait sur la même gamme. À voir bien évidemment dans le choix en fait de ces caméras là, je vous sortirai un nouvel épisode vraiment sur les caméras planétaires. Il faut que je fasse vraiment tout le point, tous les tableaux, etc. comme j'avais fait par le passé, pour vous donner la matrice d'aide au choix, puisqu'une caméra planétaire, ça va être choisi en fonction un peu de l'instrument, de la caractéristique de la caméra, de la dynamique que l'on va avoir, du nombre de... Voilà, il y a pas mal de paramètres à choisir. Et en fait, on a quand même maintenant de plus en plus un vaste panel en fait de caméras planétaires possibles. Et puis ensuite, on adapte de toute façon avec une Barlow ou une PowerMate. Alors, je vous propose de continuer maintenant avec Skywatcher, très grosse marque également. Skywatcher qui annonçait 2 montures équatoriales très intéressantes. La Wave 100i et la Wave 150i, ce sont des montures harmoniques, tout comme la M3. Alors, de quoi on parle quand on parle de monture harmonique? En fait, il faut comprendre qu'un moteur électrique a quasiment pas de couple, et en fait, on va devoir utiliser un réducteur pour réduire la vitesse de ce moteur, puisque la rotation de la Terre, c'est quand même un tour en 24 heures, donc on n'a pas besoin d'une vitesse très rapide. Mais par contre, on a besoin d'énormément de précision dans le pointage. Donc, les moteurs harmoniques, en fait, on parle de réducteurs harmoniques, c'est un moyen de faire le système d'engrenage de réduction qui a pour avantage d'avoir pas de jeu du tout, là on peut y aller sans problème, ça bouge absolument pas, d'avoir un couple énorme, d'avoir une position dans le repositionnement où j'étais là, je vais là, je reviens là, qui est absolument incroyable. Le seul défaut de ces montures-là, c'est qu'elles vont avoir un peu d'erreur périodique. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés, on va avoir de l'avance, des moments donnés, on va avoir du retard, et ce sera plutôt sur une grande amplitude et ce sera assez lent. Donc ça, on l'avait vu quand j'avais testé la M5. Sur la M3, eh bien, on aura la même problématique, mais je vais regarder ça. C'est-à-dire que si vous faites des pauses courtes de 30 secondes, on n'en souffre absolument pas. Sinon, si on fait des pauses de 5 ou 10 minutes, il va falloir mettre en œuvre de l'autoguidage. Mais sinon, ce sont des montures qui sont extrêmement puissantes, parce que celle-là est très légère, elle ne fait que quelques kilos, et elle a une capacité d'emport énorme. Et donc Skywatcher, et globalement un peu toutes les marques se mettent à faire ce genre de monture. Donc Skywatcher annonce ces 2 montures-là, la 100i et la 150i. Donc la 100i, avec par exemple une lunette 72 ED, n'a pas besoin par exemple de contrepoids. Donc ça c'est quand même pas mal. Le trépied par contre m'a l'air extrêmement light. Ces montures en fait ont tellement peu de jeu que c'est le trépied qui va prendre toutes les vibrations si jamais il y a du vent ou quelque chose comme ça. Et donc c'est au trépied de se restabiliser derrière. Donc il faut avoir un trépied très robuste. Il y a je vous avais peut-être parlé l'année dernière de la Z GTI X, donc qui était une évolution de la Z GTI avec 2 queues d'aron pour pouvoir mettre 2 instruments en parallèle, ce qui peut être super intéressant pour un club, etc., ou mettre un appareil photo et de l'autre côté un instrument. Eh bien en fait, Skywatcher reprend le concept avec la 100i, où vous avez en fait 2 queues d'aronde et vous pouvez mettre 2 instruments en parallèle pour aller viser la même cible. Donc ça c'est quand même franchement sympa. Beaucoup d'astronomes amateurs se diraient j'aimerais bien mettre un appareil photo numérique grand angle au-dessus de mon instrument, comment je fais? Et bien là la solution elle est toute trouvée. Donc cette monture elle va peser 4,3 kg, elle aura une capacité de 10 kg sans contrepoids et 15 kg avec, et une consommation de 1,8 ampères sous 12 volts quand elle sera en opération GoTo. C'est ce qui consomme le plus de courant. C'est très bien, parce que là on est quand même à moins de 2 ampères, alors que la M3 elle consomme 5 ampères. Donc en termes de nomade, on est vraiment sur une solution, à mon avis, qui est très intéressante, parce que 2 ampères on peut se le tolérer en nomade, on n'a pas besoin de prendre des batteries non plus monstrueuses, quoi. Pas besoin de prendre une brouette de batterie. Vous avez la 150i qui est plus grosse, qui permet de porter sans problème un 150-750 sans contrepoids. Et donc c'est vendu avec un trépied qui va être, je pense, à peu près équivalent au trépied qui a été retenu par Zuo pour ces montures. Ça ressemble assez étrangement. Vous avez une croisée qui permet de bien écarter les pieds, donc a priori ça devrait aller. En fait, la capacité de la 150i, c'est 5,8 kg qui va pouvoir porter 15 à 25 kg sans et avec contrepoids. Donc c'est franchement des très belles performances aussi, et une consommation de 2 ampères.
qui est annoncé. Donc on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Au niveau des prix, alors aux États-Unis, elles sont annoncées à 1 700 € respectivement et 2 200 dollars, pardon. Donc clairement, il va falloir rajouter facilement 20 à 30% sur l'importation en Europe. Et une disponibilité, donc là pour le moment, voilà, mid-July, je pense qu'il faut attendre plutôt septembre pour la France. On va être sur des montures donc qui ont des directement concurrentes en fait des AM3 et AM5. Mais là où va se poser vraiment la problématique maintenant en nomade, c'est comment on va les commander. C'est-à-dire que Zuo a l'Azière, et puis en fait, l'Azière est parfaitement adaptée pour commander ces montures-là. Chez Skywatcher, qu'est-ce qu'ils proposent? Est-ce que les montures sont commandables en Wi-Fi? On espère que oui. Est-ce qu'à un moment donné, Skywatcher ne va pas se mettre... alors Skywatcher n'est pas connu pour développer vraiment beaucoup de soft, même s'ils ont juste des drivers et puis une petite interface SyncScan pour commander les montures SyncScan. Mais là, à un moment donné, il va falloir qu'ils passent à la vitesse supérieure, avoir des trucs vraiment plus plug and play, qu'on n'ait pas des détections automatiques des montures quand on connecte le PC, etc. Et en fait, il faudrait qu'ils sortent un boîtier similaire à un Azière, parce que... ce qui risque de se passer très clairement, c'est que quand Pegasus avait sorti sa monture harmonique, sur la version en cours de l'Azière, elle était parfaitement supportée et reconnue, parce qu'en fait les drivers existaient dans les couches open source qui sont utilisées, et au moment où, à la version suivante de l'Azière, comme par hasard, les drivers de la Pegasus avaient disparu. Et donc en fait, on ne pouvait utiliser que les drivers EQMode. Donc, faut être très honnête, Zuo s'arrangera pour ne pas supporter toutes les features de ces montures-là. En tout cas, quelque chose de très minimaliste. Donc là, se posera pour moi cette question-là. Mais ce sont des montures qui ont l'air d'être tout à fait intéressantes en termes de capacité. Alors dites-vous que les montures harmoniques, comme les Zuo et maintenant les nouvelles Skywatcher, etc., en fait ça va commencer à se multiplier de plus en plus, et de plus en plus d'entreprises vont se mettre à en faire. Il y a eu Crooks, qui est une marque coréenne qui s'était lancée, il y a eu quelques problèmes techniques, c'est pour ça qu'on n'en entend plus trop parler, mais on a en fait Ioptron qui s'est mis à en faire quand même un bon paquet. Il y a plein de modèles différents chez Ioptron. Vous avez chez Zuo donc les AM5, AM3, vous avez Pegasus, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont donc tout autant de modèles, et puis si on y regarde bien, il y a des Ioptron qui ressemblent beaucoup aux AM5 d'ailleurs. Vous avez Rainbow là, qui en propose également, donc voilà, on commence à avoir de plus en plus de modules, de modèles de montures harmoniques, c'est important de le souligner. Ça changera un tout petit peu notre façon de faire de l'astro, mais par contre, franchement, c'est des super montures, et j'ai goûté celle-là et j'ai pas envie de la rendre, je vous l'avoue. Alors, une des grandes stars de ce salon, ça paraît être assez évident, c'est Celestron. On est aux États-Unis, Celestron est la marque phare américaine, très clairement, et donc Celestron annonçait le Celestron Origin. Donc vous voyez que là, ils sont avec le smartphone, qui lui-même est répliqué sur l'écran de la télé, et puis le Celestron Origin qui est dedans, à l'extérieur, en train de montrer les étoiles. Donc effectivement, on est sur un télescope connecté, donc ce sont des télescopes qui sont eux-mêmes capables de reconnaître où ils sont dans le ciel, d'empiler les images et de les afficher sur l'écran. Donc c'est la nouvelle tendance aujourd'hui de télescope, on va dire pour débutants fortunés, et celui-là vraiment pour débutants très fortunés quand même. Donc en fait l'idée de Celestron, c'est d'adjoindre la technologie StarSense, donc qui est une petite caméra qui permettait de faire automatiquement finalement le GoTo. Nexstar Evolution, donc ça c'était une monture équatoriale GoTo. L'application Celestron Sky Portal, donc en fait c'est Sky Safari en réalité qui est dessous. Un RASA, donc qui est une chambre de Schmitt, qui est un instrument extrêmement rapide avec une caméra qui se met par le devant. Le module Wi-Fi qui permet de commander une monture, le power tank, le moteur de mise au point, un disque qui se met, un anneau qui se met autour en fait des lames de Schmitt, des télescopes Schmitt Cassegrain et chambre de Schmitt pour pouvoir les réchauffer, un contrôleur, un software qui permet de faire de l'empilement d'images pour faire du visuel assisté, et une caméra numérique. Donc en fait ils ont tout adjoint dans Celestron Origin pour un télescope
donc clé en main, assez plug and play. Donc voilà à quoi ça ressemble, un trépied donc alt-azimutal, avec une monture GoTo et avec la chambre de Schmitt qui est dessus et la caméra qui est à l'avant. Donc en fait on va relier l'un à l'autre, donc là on aura sans doute peut-être de l'électronique de traitement là, on en aura peut-être dans la monture, et globalement voilà, la caméra se retrouve sur l'avant et connectée comme ça par ce câble là. Donc c'est un Schmitt astrographe hein, techniquement, et c'est un instrument donc, qui est livré avec une jupe par lumière aussi, puisque c'est fait pour être utilisé aussi quand il y a un peu de lumière environnante. Donc visiblement on a un dispositif aussi de refroidissement à l'arrière, donc sans doute on a de l'électronique là-dedans de traitement. Donc le Celestron Origin sera proposé aux alentours de 5 000 € sur le marché français et européen. Donc on est quand même voilà, sur un télescope qui fait 150 mm de diamètre, 335 de focale, très rapide, qui va permettre de faire des photos quand même à mon avis assez hallucinantes. J'aimerais beaucoup le tester pour ne rien vous cacher. Et donc ça va sortir, hein. Ça va commencer à arriver, il y a quand même de la rupture de stock, mais j'ai vu que Johannes Bader avait reçu un Celestron Origin en présentation, ou la première réception d'un premier exemplaire, donc côté Allemagne, donc ça va arriver de façon progressive. On est dans le haut de gamme des télescopes connectés, très clairement. La question c'est est-ce qu'on peut prendre le tube et le mettre sur une monture équatoriale par exemple, pour pouvoir faire des plus longues pauses et tout ça. On est quand même sur un instrument qui permettra d'aller assez loin. Donc voilà, et apparemment on peut utiliser un filtre devant la caméra, il y a un petit tiroir à filtre. Donc ça a été quand même une des grosses stars du salon, et on peut le comprendre parce que je pense, c'est pas ma façon de pratiquer l'astronomie, les télescopes connectés, mais ça va apporter beaucoup de monde à la pratique de l'astronomie parce qu'on met le télescope et on voit le ciel. Donc là il y a quand même quelque chose de très très intéressant là-dedans. Alors voilà, j'ai encore deux autres produits très très intéressants à vous montrer. Ici c'est Founder Optics qui présentait une bino. Alors des binos on en connaît. Donc celle-ci c'est une bino, on va dire un peu standard d'entrée de gamme, je sais même plus quelle est la marque. Alors je l'ai un petit peu bidouillé celle-là parce que j'ai remplacé les petits oculaires pour pouvoir mettre des caméras. Et je vous avais fait un live d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, où on avait une caméra couleur et une caméra dans le méthane pour observer Jupiter et Saturne ensemble. Donc une bino en fait dispose de prismes à l'intérieur qui va séparer le faisceau de lumière pour les deux yeux. Donc quand vous avez un télescope de très gros diamètre, ça peut être hyper intéressant, et en planétaire notamment, il y a des effets de relief qui apparaissent. Et même en ciel profond, c'est super intéressant. Il faut quand même des télescopes de gros diamètre et un très bon ciel. Le problème de ces binos, c'est que comme vous rajoutez du tirage, eh bien, on va avoir un problème pour faire la mise au point. Donc souvent ce que l'on fait, c'est qu'on met devant un glace-passe, qui est une petite lentille divergente, qui va multiplier par 1,25 la focale de l'instrument, qui va nous permettre d'avoir la mise au point ici. Et généralement, en plus de ça, ce sont des oculaires en 31-75. Voilà, on n'est pas sur des oculaires très très grand angle et tout ça. Et là, en fait, ce que nous annonce Founder Optics, c'est une bino sur laquelle il y a zéro optical lens, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre un glace-passe devant, on n'a pas besoin de multiplier la focale de l'instrument, on saura faire la mise au point. Ils ont mis, je sais pas trop ce qu'ils ont fait là-dedans, peut-être une lentille divergente, une lentille convergente derrière, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Mais in fine, c'est une bino qui permettra de pouvoir normalement se mettre sur n'importe quel instrument, et profiter donc de l'expérience de la bino. Ça peut donc être très intéressant pour ceux qui font du visuel. Il y a encore une autre chose qui a été annoncée lors de ce NIF, et franchement c'est de la bombe atomique, regardez plutôt ça. Il s'agit du Smart Eye de chez Pegasus Astro. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un oculaire numérique. Un oculaire numérique avec une caméra à l'intérieur, avec un écran numérique, et ça va nous permettre de transformer n'importe quel instrument, un peu comme le Unistellar qui justement dispose d'un oculaire pour pouvoir avoir cette sensation de regarder à l'oculaire et de voir le ciel. Et donc là-dessus, cet oculaire numérique va nous permettre d'empiler la lumière au fur et à mesure. Il y a une électronique de traitement qui va faire l'empilement automatiquement, qui va rejeter les images bougées, j'imagine bien. On va pouvoir voir l'hydrogène H-alpha rouge des nébuleuses. On va pouvoir voir les nébuleuses autour d'M45. On va pouvoir voir les couleurs des galaxies, les extensions des galaxies. Ça peut être très très intéressant.
Donc on n'est pas comme sur des oculaires Lovni, donc l'oculaire de vision nocturne par intensification, où là on intensifie les photons que l'on va regarder. Là, on est sur quelque chose de numérique, avec de l'empilement d'images. On est finalement un peu comme sur le live view d'un appareil photo hybride. Et ça va nous permettre quand même de voir des trucs comme ça. Donc moi, je pense que ça va être très intéressant. Donc c'est couplé à Sky Safari. Alors est-ce que Sky Safari va permettre de commander l'oculaire qui lui-même va commander la monture pour avoir le go-to? Comment ça va fonctionner là, dans l'interaction entre l'un et l'autre? En tout cas, ce qui peut être très très intéressant, c'est qu'effectivement, c'est de transformer n'importe quel instrument en un instrument smart télescope. Et donc on va pouvoir voir des images couleurs et tout ça, ça va être super intéressant. C'est alimenté avec un port donc de type USB-C. Donc là c'est marqué PC Power. Est-ce que on sera obligé d'utiliser un PC avec? C'est pas encore très très précis, je ne pense pas, hein, j'espère que non, puisqu'apparemment il y a du live stacking technologie qui est intégré dedans. Alors il est important de préciser que le capteur utilisé dans ce Smart Eye n'est pas inconnu, c'est l'IMX533 qui est très connu en fait, qui est une des meilleures caméras astro pour le ciel profond. Par contre on notera que là le capteur ne sera pas refroidi, mais de toute façon on va plutôt travailler avec des poses assez courtes avec ce capteur, donc c'est pas trop gênant. Donc c'est un produit qui va être très très intéressant, et moi qui personnellement je vois beaucoup de clubs acheter ça. L'OVNI coûte très cher, c'est très puissant l'OVNI, mais l'OVNI coûte très cher, alors que ça ce sera quand même un petit peu plus abordable, puisqu'on est sur un tarif annoncé à 1800 €, disponible fin 2024. Donc je verrai beaucoup de clubs d'astronomie acheter ça, ce qui permet d'utiliser, parce qu'il y a beaucoup de clubs d'astronomie qui disposent qui ont fait des gros Dobson avec table équatoriale, qui disposent de gros instruments comme des lunettes 100-150 mm de diamètre, ou des télescopes Newton sur monture équatoriale et tout ça, et donc de mettre ça dessus, ça permettra une expérience vraiment nouvelle pour le public, ça pourrait être extrêmement intéressant. Donc voilà, j'aimerais terminer cet épisode avec juste 2-3 petites annonces. Donc comme vous avez vu, la M3 et puis la Red 461 WIFID, donc qui m'ont été prêtés. Donc ça va faire l'objet d'épisodes de test que je vais essayer de tourner dans les jours à venir. Les autres choses, vous voyez du matériel informatique, une carte mère, un pros, une carte graphique et de la RAM. Je vais aller faire ce remplacement dans l'observatoire, ce qui va nous permettre d'avoir une puissance de calcul bien supérieure à ce que l'on a actuellement et d'avoir beaucoup plus de réactivité quand il s'agira de zoomer sur les images, du traitement qui va permettre de faire le live stack lors des lives de la chaîne. Et j'espère pouvoir ensuite vous proposer un live qui sera, j'ai envie de dire, plus dynamique, plus fun encore sur la chaîne, grâce à ce matériel. Et en tout cas ça permettra peut-être de faire tous les pré-traitements d'images à même l'observatoire, et donc ce qui permettra en fait progressivement, ça va être intéressant pour en vue de l'association toujours autour du télescope. Alors donc effectivement les autres nouvelles, là vous avez des pièces que je viens d'imprimer qui devraient permettre de faire des parts de lumière définitifs encore sur des problèmes de fuite de lumière éventuels. Je ne sais pas vraiment quelles sont les causes encore. Ça, c'est des dispositifs à lame que j'ai dû refaire. On a eu un problème, on a eu un câble qui s'est détaché, qui est venu s'enrouler et qui a arraché tous les dispositifs d'alimentation du dôme et de l'écran à flat. Donc je vais aller réparer ça. Donc je retourne sur l'observatoire. J'ai identifié vraiment, ça y est, la source des problèmes de vignettage et des problèmes de collimation qui restaient. Donc je vais aller régler tout ça aux petits oignons. Et déjà que le télescope fonctionne vraiment très très bien, mais là on va franchir encore un step donc sur l'exploitation du télescope de 300 mm. Et je vise à pouvoir enfin lancer l'association quand tout sera nickel. Dites-vous bien que je n'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et je ne veux pas créer une association et vous demander donc d'y adhérer et d'engager des sommes si je ne suis pas capable de fournir une prestation. Là aussi, le fait d'avoir fait une année complète d'exploitation du télescope va nous permettre d'avoir une vraie idée du temps d'observation disponible que l'on peut espérer avoir avec l'instrument, et donc forcément des quotas d'observation de chacun. Alors rassurez-vous, hein, les gens se mutualiseront. Alors la dernière annonce que je voulais avoir pour vous, vous me voyez ici avec un petit dispositif bizarre qui permet de tilter un oculaire. Mais en réalité, il y a une bonne raison. Et la bonne raison, elle est là.
Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le photostroke, qu'est-ce que tu lui as fait? Eh bien le photostroke a maintenant une queue d'aronde, donc on ne peut plus vraiment l'appeler stroke puisque c'est plus du tout un Dobson. Dispose d'une queue d'aronde avec des pièces d'adaptation faites avec l'impression 3D. Il dispose d'un diaphragme, voilà, blanc. Et puis si on y regarde bien au niveau du miroir, hop, on peut regarder là, ici, vous voyez qu'on a le miroir un petit peu spécial puisque c'est le miroir solaire. Et là, la partie bleue, sachez que le bleu ne rejette pas le rouge, donc c'est volontaire pour éviter le problème avec l'hydrogène H-alpha. Donc là, le télescope fait 133 mm de diamètre avec le diaphragme et permet de faire des photos en H-alpha en haute résolution. Et donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que le projet S reprend. J'ai pris le temps en fait d'apprendre à maîtriser le Day-Star Quark qui est là-dedans. Et maintenant, on va passer à plus grand diamètre. On va régler les problématiques de turbulence. Passer sur un Newton aussi, ça veut dire avoir une collimation qui soit bien faite, qui soit bien stable et tout ça. La modification que j'ai faite, c'est aussi pour ça que ça a été un petit peu difficile de sortir des épisodes régulièrement. Toutes les modifications que j'en faites, donc là, on est sur un instrument qui va beaucoup plus loin. Le barillet est maintenant intégralement refait à l'impression 3D, beaucoup plus précis que le précédent. Et au fur et à mesure, j'en viendrai à refaire la totalité de la structure du télescope en impression 3D et peut-être mettre les fichiers STL à disposition sur Internet. Donc ça, c'est vraiment aussi la grosse nouvelle de la suite de la chaîne. On va le poser. La grosse nouvelle, c'est qu'on va aller aussi donc de nouveau sur des épisodes solaires, mois de mai, mois de juin, et pouvoir s'intéresser vraiment au solaire en haute résolution. Dites-vous que vous achetez deux miroirs, un peu d'occasion, on va désaluminer le primaire, on va faire une structure comme ça avec l'impression 3D extrêmement légère, extrêmement ouverte, et on va pouvoir faire du solaire haute résolution. Je pense que ça pourrait être intéressant, et que ça pourrait intéresser beaucoup de monde en fait parmi vous, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu aussi quelques news sur l'avenir de la chaîne. Ma priorité ces derniers temps, c'était justement de me consacrer sur les questions des problématiques du 300, de pouvoir finaliser l'observatoire. J'y retourne là, notamment pour refaire carrément tout le coffret électrique d'alimentation de l'observatoire. Et ça fera l'objet de tutoriels aussi, parce qu'il y a... c'est un rêve de faire un observatoire, mais il y a beaucoup d'emmerdes aussi que l'on va rencontrer, et c'est ça aussi que j'aimerais pouvoir aborder avec vous dans un tel épisode. Donc voilà, et là, avec le solaire en haute résolution aussi, ça devrait être sympa, et je ferai des lives de temps en temps sur la chaîne Astro. Voilà, je vous remercie de votre attention, beaucoup de belles annonces et de beaux produits qui vont venir dans les temps à venir. Et donc peut-être que certains d'entre vous achèteront ces produits en question, donc n'hésitez pas à me faire signe si vous voulez que, pourquoi pas qu'on fasse un test sur la chaîne Astro. Moi ça m'intéresserait beaucoup en tout cas, de tester un petit peu toutes ces choses que l'on a vues ensemble. Allez, je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.